jusqu'où doit aller l'aide des alliés à l'Ukraine? C'est notre grand angle. Accélérer les livraisons d'armement, monter en gamme dans les équipements lourds, c'est ce que demande Volodymyr Zelensky. Alors jusqu'où iront les alliés? Pour quels résultats? Avec nous en plateau, le général Jérôme Pellistrandi. Bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef de la revue Défense nationale. Et Stéphane Audran. Bonsoir. Bonsoir. Consultant en risques internationaux. Vous collaborez aussi au site theatrembelli.com. Alors le président ukrainien l'a redit juste avant cette réunion donc, qui se déroule en Allemagne, réunion des ministres de la Défense des alliés. Il lui faut de l'équipement lourd et vite. On l'écoute. La Russie concentre ses forces, ses dernières forces, en essayant de convaincre tout le monde que la haine peut être plus forte que le monde. C'est pourquoi vous et moi devons accélérer. Nous devons le faire. Vous pouvez commencer cette politique aujourd'hui. Il est en votre pouvoir de faire un Rammstein de chars et non de négocier sur le nombre différent de chars. Alors, général, pourquoi des chars lourds ? Alors depuis le 24 février, on assiste à une guerre de très haute intensité qui peut rappeler d'ailleurs les grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale et notamment avec l'emploi massif de chars de combat. Et les Ukrainiens, qui avaient une flotte d'environ un peu plus d'1 millier de chars, d'ailleurs de fabrication soviétique, en ont perdu au moins 450. Et donc ils ont impérativement besoin de refaire leurs forces, notamment parce que l'on craint d'une part de nouvelles offensives russes. Le Kremlin monte en puissance et d'autre part parce que sans chars lourds, il est impossible de récupérer le terrain qui a été perdu depuis le 24 février. Alors, ils en demandent 300. Est-ce que c'est assez? Est-ce qu'il en faut plus? 300 me semble un minimum pour établir un rapport de force favorable sur le champ tactique. Et d'autant plus que les Ukrainiens demandent des chars occidentaux qui ont des performances remarquables et qui sont supérieurs au modèle russe de l'autre côté. Mais effectivement, il leur faut une masse non négligeable pour pouvoir être non pas sûr de la victoire, mais pour pouvoir engager soit des contre-attaques, soit une offensive pour récupérer le terrain perdu. Voilà, 300 chars pour vous minimum. Le Royaume-Uni a été le premier à donner son feu vert. C'était le week-end dernier. Ils vont envoyer des chars Challenger 2. Alors on va parler un peu de tous ces noms. Effectivement, Kiev veut des léopards allemands. C'est ce qui se joue en ce moment en Allemagne. Alors Stéphane Audran, pour l'instant, on ne comprend pas très bien. Les Allemands ne disent ni oui ni non. Mais pourquoi Kiev veut ces chars léopards? Alors, pour une raison simple, c'est qu'il y en a beaucoup. L'Allemagne est sortie de la guerre froide avec un grand parc de véhicules blindés très modernes. Et donc, bon, elle les a pour partie gardés, pour partie vendus à travers l'Europe. Et il y a aujourd'hui 1500, 1000, 1700 chars Léopard 2 sur l'Europe. En comparaison, les Français ont 200 Leclerc en parc, les Britanniques à peu près 200 Challenger 2 en parc. Donc, comme il faut à l'Ukraine 120 chars par brigade, à peu près 40 chars par bataillon, et c'est là que s'organise le soutien très spécifique de ces véhicules. En donner moins de 40, ça ne fait pas de sens. Il en faut 120 pour une brigade. Et comme le disait le général, il en faut à peu près 300, ce qui permettra d'armer 2 brigades complètes ukrainiennes avec un peu de réserve pour les pertes. Est-ce qu'ils sont prêts à utiliser ces chars si on leur envoie? Et d'ailleurs, j'ai aussi une autre question. Est-ce qu'on peut leur envoyer facilement? Parce qu'un char, c'est quand même assez... important. Bien sûr, je vais prendre l'exemple parce que, en fait, la France était la première, avec la décision du président Emmanuel Macron début janvier, de livrer, on va appeler des chars médians, des véhicules blindés médians du type AMX-10RC. La problématique, c'est que même si vous avez affaire à des équipages ukrainiens qui sont déjà entraînés et très aguerris, puisqu'ils sont au combat depuis le mois de février, il faut les faire venir en Europe, il faut qu'ils les former sur ces nouveaux véhicules qu'ils ne connaissent pas. Il faut ensuite transférer ces matériels vers l'Ukraine. Cela ne se fait pas comme ça en l'espace de quelques heures. Il faut aussi mettre en place toute la chaîne logistique parce que ces matériels demandent une logistique importante, le carburant, les munitions, les pièces détachées, l'entretien. Donc on considère qu'il faut entre 2 et 4 mois minimum pour que, entre la décision, le feu vert en quelque sorte de l'autorité européenne et le moment où le char sera opérationnel sur le terrain, il faut effectivement au minimum entre 2 à 4 mois. Donc ça met du temps. Comment expliquer que l'Allemagne tergiverse ainsi ? Alors, il y a beaucoup de raisons qui font que l'Allemagne est très prudente sur ses exportations d'armes et la position de nos amis allemands est très complexe parce qu'il y a un historique de contrôle des exportations d'armes qui est différent d'une autre, avec des préoccupations éthiques qui ont été plus fortes. Il y a des accords sur la coalition.
Il y a aussi certains industriels allemands qui aimeraient bien reprendre un peu le business avec la Russie tranquillement. Donc il y a beaucoup de choses. Et il y a deux décisions à prendre de la part de l'Allemagne, livrer ou pas ces matériels. Et puis, il y a des clauses de non-réexportation sans accord. Donc les pays européens qui ont acheté ces Léopard 2, ils ont besoin de l'accord explicite de Berlin. Il y a la Finlande et la Pologne, ils sont d'accord. Il y a des pays qui sont tout à fait prêts à aller très vite. Et comme le dit le général, quand on livre un char, c'est 2, 4, 6 mois, à mon avis, pour équiper une brigade. On ne fait pas la guerre avec des matériels, on fait la guerre avec des capacités. Donc il faut former les gens, les ravitailler, les soutenir. Il y a des pays européens qui sont prêts à aller très vite. Et dès qu'on aura quelques dizaines de chars, on peut commencer effectivement à faire venir des équipages ukrainiens. Et on n'a pas besoin d'avoir 300 chars tout de suite. Simplement, il faut que l'Allemagne dise oui, on autorise les Finlandais ou les Polonais à livrer ces chars. Et, général, vous comprenez pourquoi Berlin hésite ? Alors non, mais il y a tellement de raisons intérieures, comme le disait très bien Stéphane Audran. Il y a une opinion publique allemande qui, il faut le souligner, quand même préfère son confort. Il y a bien sûr tout le passif historique, puisque le risque serait qu'on ait face à face du char russe face à un char d'origine allemande. Donc c'est le poids de l'histoire, selon vous ? Ce sont tous ces éléments-là qui interfèrent dans la décision allemande, avec, il ne faut pas l'oublier, le fait que le chancelier doit prendre en compte sa coalition, SPD, avec les Verts, avec un peu de la CDU. Donc c'est très compliqué et on voit bien qu'il hésite et qu'il aimerait bien... alors, à un moment donné, il a dit qu'il faudrait que les Américains fassent le premier pas. Donc, en fait, il tergiverse parce que... Oui, mais les Américains, justement, ils ont dit que pour l'instant, ils n'allaient pas livrer leur char Abrams. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est très simple. Un char américain, Abrams, ça nécessite une logistique à l'américaine. Encore plus lourde. Honnêtement, les Américains, et là, c'est sur le plan militaire, sont conscients que les Ukrainiens, malgré leur expérience, leur motivation, c'est impossible. Le char Abrams, je vais prendre une donnée très simple, c'est 12 litres au kilomètre. Donc vous imaginez, par exemple, la chaîne de logistique de camions-citernes qu'il faudrait. Et c'est pas du diesel en plus. Voilà. Donc transférer du Abrams en Ukraine, non, c'est pas raisonnable pour le moment. Et effectivement, le char qui est disponible, voilà, comme quand vous allez chercher une voiture d'occasion, c'est le Léopard. Donc c'est pas aussi un souci de représailles du Kremlin, le fait d'être co-belligérant qui pourrait jouer dans cette décision ? Objectivement, la Russie, depuis le début de la crise, gesticule beaucoup en disant « Ah là là, si vous transférez ces armes-là, il y aura une escalade », et c'est jamais le cas. Pour l'instant, chaque fois qu'il y a eu des transferts occidentaux, la Pologne a livré 240 chars de combat quand même. Alors, ok, c'était des modèles soviétiques, mais il n'y a pas eu de réaction russe. Si on livre 300 chars Léopard, il n'y aura pas de réaction russe. Et Stéphane Audran, vous dites qu'il ne faut pas confronter armes offensives et défensives. Pour vous, il n'y a pas lieu d'être ? Non, on fait la guerre avec des capacités et l'Ukraine mène une guerre défensive. Elle exerce son droit de légitime défense au titre de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Elle a le droit de monter des offensives. Et par ailleurs, un char, ça sert aussi à se défendre. Donc, c'est pas un sujet. Général Pellistrandi, avec ces chars, c'est l'avenir de la guerre qui se joue ? Oui, très clairement, on va être bientôt à 1 an de guerre. Une guerre 24 février, oui. 24 février, qui aurait dû durer 3 semaines selon les plans russes. Et ce qui est très inquiétant, c'est que depuis le 24 février, cette guerre elle est existentielle pour l'Ukraine. Parce que les buts de guerre russes sont de dénazifier, démilitariser, enfin là-dessus, satelliser, enfin récupérer en quelque sorte l'Ukraine dans l'orbite russe. Or, aujourd'hui, ce qui est inquiétant, c'est que l'on voit que la guerre est devenue existentielle pour le Kremlin. C'est-à-dire que... Ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Voilà. Et donc, on est dans ce risque d'escalade avec le fait que pour Vladimir Poutine, il a une ressource qui est quasiment infinie, hélas, c'est la ressource humaine. Et donc, c'est le quoi qu'il en coûte à un prix. Il peut se permettre d'avoir 100 000 tués, 200 000 tués, parce que derrière, il y a aussi le discours, le narratif à l'égard de la population russe, qui est persuadée qu'ils font une nouvelle grande guerre patriotique contre les nazis ukrainiens. Donc les Alliés n'ont pas le choix, il faut aider militairement encore plus l'Ukraine. Les Ukrainiens sont venus à Ramstein avec 3 demandes précises. Des chars, effectivement, donc ils ont dit il nous faut des capacités blindées pour faire une offensive et libérer le territoire. Ils ont demandé de la défense antiaérienne, parce que les Russes bombardent toujours l'Ukraine. Ils détruisent les infrastructures énergétiques, les ponts,
les voies de chemin de fer. Donc ils mettent ce pays à genoux sur le plan de ses infrastructures arrière. Et les Ukrainiens ont demandé des munitions et des pièces détachées. Et ça, c'est un sujet majeur. L'armée ukrainienne tire péniblement 3 fois moins de coups que l'artillerie russe tous les jours. C'est un vrai problème. Alors le chef d'état-major américain a dit aujourd'hui que ce sera très difficile d'expulser cette année l'armée russe, ce que vous disiez, général. Il parle aussi d'une contre-offensive ukrainienne au printemps. Là aussi, cette contre-offensive, elle dépend de ce matériel? Oui, parce qu'il faut en fait établir pour une contre-offensive ce qu'on appelle un rapport de force qui soit favorable. C'est-à-dire qu'en gros, si vous devez attaquer une ligne de défense russe, il faut que vous ayez un rapport de 7 contre 1 en quelque sorte. Donc vous devez avoir d'abord localisé où est le point faible dans la défense russe. Le front fait à peu près 1 millier de kilomètres. Voilà, c'est quelque chose, c'est des chiffres qui nous ramènent à la Première Guerre mondiale. Et donc à un moment donné, vous devez concentrer vos forces. Et pour cela, il vous faut du char, il vous faut de l'artillerie, il vous faut des hommes. Et bien sûr, derrière, toute la logistique qui vous permette de poursuivre l'offensive. Donc, on n'est pas prêt de voir la fin de cette guerre. Alors, on va faire un pas de côté. Vous avez certainement écouté le président Emmanuel Macron. Il a présenté donc ce plan pour les armées, une augmentation d'un tiers. Est-ce que vous avez été convaincu? Est-ce que vous avez eu des retours de gradés? On va commencer avec vous, Stéphane Boutan. Alors, déjà, on n'en est qu'à la présentation et au vœu, donc on n'a pas le détail, la vérité des prix. Le plus important, c'est que la France sanctuarise et modernise sa dissuasion. C'est ce qui fait que même si on n'est pas toujours les meilleurs fournisseurs de sécurité du monde, on n'est pas demandeur de sécurité. Et ça, c'est très important. C'est avoir une garde d'avance, comme dit Emmanuel Macron? Voilà, au moins sur la dissuasion, on aura toujours une garde d'avance et ça, c'est très important. Effectivement, il y a une modernisation louable qui est enclenchée sur le renseignement, sur le cyber, donc ça, c'est très bien. Après, on n'a pas encore le détail programme par programme. Est-ce qu'on va poursuivre les efforts sur le segment médian? Qu'est-ce qu'on va faire sur la composante terre? Mais voilà, il y a une inflexion qui est dans la poursuite de ce qui s'était fait. Voilà, on attend de voir encore le détail, mais les orientations premières semblent assez bonnes. Oui. Ouais, le général Pellistrandi, justement, sur cette déclaration d'Emmanuel Macron, avoir une garde d'avance, c'est-à-dire qu'il faut se préparer à d'autres guerres? Oui, le ton de son discours était extrêmement ferme et les moyens qui vont être mis vont être conséquents. Je vais donner 2 chiffres. La précédente loi de programmation qui est en cours, 295 millions d'euros et milliards. Et c'est d'ailleurs la première loi de programmation militaire qui sera exécutée dans sa totalité. Et on le voit concrètement dans les unités. On voit arriver maintenant la modernisation avec de nouveaux équipements. Et la loi de programmation militaire que le président de la République a présentée, sans entrer effectivement dans les détails, représentera 413 milliards d'euros. Donc en fait, il y a un saut qualitatif et quantitatif extrêmement important. Maintenant, bien sûr, il va falloir voir quelles sont les priorités. Il ne s'agit pas, en quelque sorte, d'amasser des chars, des frégates. Il faut que ça soit le plus opérationnel dans un monde qui est de plus en plus chaotique. Donc, effectivement, le discours ce matin, à l'occasion des vœux aux armées, est extrêmement important. Et il fixe, en quelque sorte, la ligne, la boussole vers laquelle nous allons aller, avec donc le fait que le président de la République confirme que la France doit rester une grande puissance militaire avec des objectifs ambitieux. Maintenant, il va falloir faire mieux avec un peu plus, ce qui change des décennies passées. Avec une petite réserve quand même, c'est que l'inflation va nous en manger une grosse partie sur les 7 ans. C'est vrai que c'est aussi une inconnue et il va falloir combiner avec. Voilà. Écoutez, merci messieurs pour ce grand temps qui était passionnant. Merci.